Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je continue ma petite vague italienne et je vais revenir simplement à la base, à la source. Probablement le premier film italien que j'ai vu de ma vie, le premier western que j'ai vu de ma vie également. Donc j'étais obligé un petit peu d'ouvrir le bal des westerns, parce que je vous annonce je vous annonce tout de go que mon genre dans le cinéma italien, mon genre préféré, c'est évidemment le western qu'on appelait vulgairement le western spaghetti, qui s'est ensuite transformé dans sa version parodique en western western Fayot, puis ensuite il y a eu le western Zapata. Mais en gros, c'est le western italien. Voilà, on va rester dans le cadre le plus respectueux. Donc le western italien, mon genre probablement préféré. Tout simplement parce que c'est le nombre de films que j'ai le plus vu. C'est aussi, voilà, par rapport au film d'aujourd'hui, le premier film que j'ai vu. Donc je vais stopper le suspense. Il s'agit, évidemment, tout le monde l'a vu, c'est pas très original, mais il s'agit du Bon, la Brute et le Truand. Alors, voilà, troisième western de Sergio Leone, qui fait partie donc de la trilogie du dollar. Après, pour une poignée de dollars et pour quelques dollars de plus, je vais pas revenir sur la genèse du film, etc. Il y a eu tellement de vidéos qui ont été faites sur le sujet, il y a tellement de youtubeurs, de critiques cinéma qui en ont parlé sur YouTube. Voilà, je vous invite par exemple, revoir le focus sur Sergio Leone de Capture Mag, par exemple, qui est très très enrichissant, qui est peut-être l'un des meilleurs trucs que j'ai écouté jusqu'à présent. Mais il y a plein de gens qui en ont parlé sur Internet. Donc là, c'est plus pour vous parler un petit peu. C'est ma première, on va dire que c'est ma première incursion dans le cinéma italien, dans le western, hein. Donc vraiment, moi, j'ai pas grandi avec du western américain, hein. C'est venu très 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 tard. J'avais un grand-père qui était fan de Clint Eastwood, hein, qui n'était pas du tout fan de cinéma, mais qui ne regardait que deux films. C'était les films, la trilogie du dollar avec Clint Eastwood, et puis les inspecteurs Harry. En gros, c'est à peu près tout ce qu'il regardait. Et donc, très tôt, bah, j'ai été devant. Alors évidemment, j'ai vu par la suite les deux premiers, hein, pour une poignée de dollars et pour quelques dollars de plus, que j'adore également, hein. Donc je vais peut-être aussi parler une prochaine fois. Mais voilà, je tenais à parler de celui-là parce que vraiment ça a été mon premier, un de mes premiers chocs cinématographiques, déjà étant enfant, parce que c'est un film qui durait très très longtemps. Déjà, il durait 2h40, je crois. Et puis on le regardait en famille. Moi, je me rappelle que ce film, je le regardais avec mon grand-père, qu'il adorait, je crois que c'est le film qu'il a le plus vu de sa vie. Et à chaque fois qu'il passait à la télé, on le regardait. C'était le seul film qu'il regardait à la télé, donc on le regardait tout le temps. Alors, ma grand-mère et mon grand-père, et on a passé vraiment toutes les années que j'ai passées en vacances chez mes grands-parents. Le Bon, la Brute et le Truand, c'était limite un petit peu le truc. C'était vraiment comme aller à la messe, hein. Parce qu'il y avait vraiment de tout. Il y avait de l'humour, du drame, évidemment des cow-boys, de l'action, des scènes un peu épiques. La musique était fantastique. Donc c'était un vrai spectacle familial. En même temps, il y avait beaucoup de violence. C'était aussi très dur. Et puis il y avait beaucoup de fond. Ça brassait aussi beaucoup de thèmes. Évidemment, quand j'étais gamin, je me rendais pas compte. C'était d'abord et avant tout une espèce de rite initiatique, voilà, une espèce de film d'aventure comme ça, à travers l'Ouest, mais d'un point de vue italien, donc c'était très intéressant. Puis dans des décors tournés entre l'Italie pour les intérieurs et puis l'Espagne pour les extérieurs. Mais tout ça, on le savait pas quand on était gamin. C'était vraiment, on regardait un film. On se posait pas la question de savoir si c'était américain, italien, espagnol, européen, etc. C'était simplement un film. Et c'est vrai que le film est très intéressant, autant dans sa mise en scène, dans le spectacle dans lequel il nous invite, hein. Là, encore une fois, bon, tout le monde connaît là, le génie de Sergio Leone, la musique d'Ennio Morricone, la fusion des deux qui font que les deux sont indissociables et que ce sont vraiment eux qui font les films ensemble, hein. Et Ennio Morricone est aussi important que Sergio Leone dans les films et vice-versa. Enfin, c'est vraiment une symbiose, quoi. Le scénario, c'est presque la musique d'Ennio Morricone dans les films de Sergio Leone, donc, et dans beaucoup de westerns italiens aussi qui seront faits par la suite, et même avant. Donc d'un point de vue formel, j'ai pas grand chose à redire. C'est fantastique, c'est plein de symbolisme, c'est plein de scènes. Puis il y a des scènes très drôles. Les acteurs sont absolument formidables, hein. Voilà, je vais pas le répéter. Clint Eastwood, la légende, pour moi un des plus grands acteurs du monde, un des plus grands réalisateurs plus tard du monde. C'est ce film qui a lancé, enfin c'est cette trilogie qui a lancé sa carrière, hein, c'est comme ça qu'il a explosé et qu'il est devenu la légende Clint Eastwood.
Voilà, Clint Eastwood qui joue le rôle du bon, enfin voilà, le personnage positif, même si c'est un monde tellement cruel où seule la survie compte et voilà, la loi du plus fort, etc. Bah, c'est à relativiser. Le bon n'est pas si bon par rapport à notre, là où on peut se poser moralement à notre époque. Ben, là, ça dépeint une autre époque, un autre environnement beaucoup plus dur, où il faut être beaucoup plus fort pour survivre. Donc, le bon, c'est le personnage du bon, il est presque mauvais par rapport à comment on se positionne aujourd'hui. Puis il y a évidemment Eli Wallach qui joue le rôle du personnage central en fait du film, hein, du personnage, on va dire le plus humain, avec ses failles, avec ses qualités et ses défauts, qui est à la fois très drôle, mais à la fois qui se bat pour survivre, etc. Et qui parfois est une crapule et qui est aussi un peu considéré comme une charogne, un petit peu comme les cris qu'on entend au début du film dans la musique, dans la chanson du film, dans le thème du film. Voilà, il est un peu considéré comme une charogne. Et Sergio Leone voit un peu l'humain comme ni bon ni mauvais, en fait. Il le voit un peu comme une espèce de charogne qui doit survivre et qui a des côtés positifs et négatifs et qui parfois se perd un peu entre les deux. Et puis évidemment le formidable Lee Van Cleef qui fait le méchant, la brute, voilà le mauvais, qui est un monstre de charisme. Hein. C'est plus qu'un acteur, c'est avant tout une présence fantomatique et énigmatique, un charisme incroyable, une gueule incroyable comme ça, une gueule d'aigle hyper intense au niveau du regard, au niveau du visage. Donc un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma, hein, clairement, le personnage de Sentenza. Évidemment, bah, on le voit moins que les deux autres. Les deux autres sont plus un duo. Et puis lui, il arrive un petit peu, c'est la figure maléfique qui traîne un petit peu pendant tout le film, mais on le voit quand même pas mal et son charisme inonde vraiment l'écran. Donc voilà, mais moi je pense que je vais revenir sur la carrière italienne de Lee Van Cleef parce que c'est clairement mon héros dans le cinéma italien. Enfin, de western, dans le cinéma de western italien, c'est clairement mon héros, c'est ma figure emblématique, c'est Lee Van Cleef, donc j'adore tous ses films, je vais vous parler de pas mal de ses films, je pense, en tant que héros, parce qu'en fait, il a plus fait des rôles de héros que des rôles de méchants, hein. Il a un grand rôle emblématique de méchant dans celui-là, mais c'est pour moi avant tout un héros du western italien. Et je pense qu'il y aura une émission là-dessus complète sur lui dans les westerns italiens, et puis je vais revenir vous parler de mes films préférés avec lui, mais ça c'est une autre histoire. Donc voilà, donc vraiment, voilà, alors, je vais pas forcément résumer toute l'histoire. Je pense que d'entre vous l'ont vu. Ce que je trouve intéressant dans le film, c'est que finalement, et je l'ai compris avec l'âge et avec le temps, c'est que finalement, le personnage central, c'est Tuco, comme je l'ai dit, personnage donc de Mexicain, pauvre, qui doit survivre et qui galère ce monde impitoyable qu'est la conquête de l'Ouest, cette nature sauvage où les hommes sont impitoyables entre eux et où il faut survivre. Et en fait, ce personnage n'est ni bon ni mauvais, il est simplement, c'est l'humain, quoi. C'est le personnage de l'humain. À une époque où l'humain était vraiment, voilà, où l'humain a toujours, enfin, je pense que c'est le point de vue que ça, dont Sergio Leone nous parle, c'est il essaye de nous dire que finalement l'humain est beaucoup plus compliqué que ça et que les grandes figures morales qu'on nous impose systématiquement ne seront pas toujours hyper claires. Disons qu'on tend plutôt vers l'un ou vers l'autre. On tend tantôt vers le bien, tantôt vers le mal, mais on a tous un petit peu ça en nous. Donc c'est en ça que je pense, bon, La Beauté et le Truand est un grand film humaniste. Et en même temps, il est très 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 critique aussi envers lui, puisqu'il a beaucoup de tendresse envers le personnage, et en même temps il le déteste, puisqu'il le considère vraiment comme une charogne. Et puis, entre les deux, bah, on a ces deux personnages. Le personnage de Blondin, interprété par Clint Eastwood, qui est en quelque sorte l'ange gardien de Tuco, du personnage d'Eli Wallach, et puis de l'autre côté Sentenza, interprété par Lee Van Cleef, qui lui est la figure maléfique, qui est le diable. Et moi je vois un petit peu ça, c'est vrai que j'avais écouté une émission de Capture Mag qu'on parlait, qui disait ça, et moi je suis assez d'accord sur ce truc, c'est que finalement
Tuco, c'est le personnage humain qui discute avec sa partie angélique et sa partie démoniaque, l'ange et le démon, un petit peu sur l'épaule comme dans les dessins animés, quoi. Et voilà, on retrouve un petit peu ça dans le film, toute cette symbolique-là. Il y a aussi évidemment la symbolique. On va dire que c'est la petite histoire de ces trois individus qui se retrouvent propulsés dans la grosse histoire de la guerre, notamment de la guerre de sécession. Le film se déroule durant la guerre de sécession et la guerre entre les nordistes et les sudistes. Et puis pareil, je pense que c'est un film qui m'a profondément influencé par rapport à ça, parce que évidemment, je me suis toujours méfié des idéologies et j'ai toujours trouvé des choses bien et mauvaises dans chaque idéologie dans ma vie. J'ai jamais voulu vraiment choisir. J'ai toujours pensé que quel que soit notre choix, c'est en fait le pouvoir finalement qui l'emporte à chaque fois. Et il y a plein de scènes dans le film qui montrent que finalement, entre les sudistes et les nordistes, il n'y a pas des gentils et les méchants. Il y a ceux qui contrôlent, ceux qui ont le pouvoir, et puis t'as les gueux qui se battent qui meurent pour eux, qui se battent pour eux, et qui finalement se sont sacrifiés pour les gens de pouvoir et qui sont manipulés par eux et qui servent les gens de pouvoir. Donc en fait, le pouvoir n'a pas vraiment de couleur, elle est tantôt nordiste, tantôt sudiste, tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt démocrate, tantôt des républicains. Enfin, c'est aussi ça que le film raconte, je trouve, notamment dans la scène du camp, où cette scène formidable où Tuco se fait torturer par Sentenza, et où dans un camp nordiste, hein, donc les nordistes sont vraiment dépeints comme des... En fait, ils sont aussi salopards que les autres. Et c'est ça qui est intéressant. Et en même temps, il y a le chef du camp qui est en train de mourir, qui lui est un personnage très moral, mais qui est en train de crever. Sentenza qui prend le relais. Et finalement, voilà, il nous dit... À part, y a pas forcément, ce sont les hommes qui sont mauvais ou qui sont bons, mais à partir du moment où on accède à un certain niveau de pouvoir, peu importe la couleur, quoi. En gros, voilà, c'est un petit peu brouillon ce que je suis en train de dire, mais c'est ça. Il y a notamment une scène formidable où Tuco se fait torturer et où les prisonniers sudistes qui sont prisonniers par les nordistes doivent jouer de plus en plus fort au fur et à mesure qu'il se fait tabasser, qu'il se fait torturer. Et la scène est très très belle parce que finalement elle nous montre vraiment les soldats prisonniers qui doivent obéir et le peuple qui subit. De ce point de vue-là, le film a une vision assez marxiste, hein, je dirais, de ce point de vue-là. Surtout quand on connaît un petit peu la vie de Sergio Leone, mais Sergio Leone était quelqu'un qui a été déçu, je crois, par le socialisme, par le marxisme, et par tout ça, et par la révolution. Il va en parler bien plus tard avec un autre film dont je vais vous parler après. Et je crois qu'il était plutôt anarchiste. Mais en gros, il ne croyait pas du tout en le bien, le mal, les idéologies, les choses comme ça. Il voulait revenir quand même à un caractère beaucoup plus humain et nous parler profondément de l'humain. Et je pense que c'est un petit peu ça qui balaye un peu tout le film, c'est ce point de vue-là. Donc il y a plein de scènes très belles par rapport à ça. Et je trouve que c'est un peu voilà, le cœur du film, le bien, le mal, où est-ce qu'on se situe par rapport à ça, et surtout qu'en fait il y a finalement les uniformes, les postures morales et moralisatrices ou ce genre de trucs, les idéologies, tout ça, ça ne compte pas. Finalement, il essaie de se focaliser sur ce que c'est que l'humain, et l'humain est parfois euh, très bien et parfois très mauvais. C'est parfois quelqu'un qui est très chevaleresque et puis parfois quelqu'un qui est simplement opportuniste ou qui a une vraie charogne. Mais donc voilà, c'est en ça que le film est très riche, très intéressant et qu'il y a beaucoup de scènes symboliques enfin, beaucoup de scènes qui symbolisent ça, voilà. Mais bon, le film est tellement profond que je m'y perds un peu, il y a tellement de trucs à dire, et vous savez que je pars en freestyle à chaque fois, donc c'est pas, voilà, c'est pas évident non plus, mais en tout cas, voilà, c'était mon premier film dont je voulais vous parler, qui m'a, je pense, profondément influencé dans ma vie et qui m'a aidé à voir toujours les choses de manière un peu complexe et ne jamais vraiment choisir un camp ou un autre. Euh, donc, film très important que j'ai vu gamin et qui m'a influencé à ce niveau-là et puis qui m'a fait rentrer dans le cinéma italien et dans le western italien. Donc, je vais vous en faire d'autres. Là, la prochaine, ce sera, si tout va bien, il était une fois la Révolution.
qui est un film par contre, que j'ai pas connu étant gamin, mais que j'ai vu adolescent et qui m'avait plutôt travaillé à l'époque. Et ensuite, je reviendrai sur tout un tas d'autres westerns. Je pense que j'en ferai 5 ou 6. Et puis encore quelques films italiens, mais je vais principalement revenir sur des choses que j'ai vues, évidemment, enfant et puis adolescent. Voilà, les films populaires de cette époque-là. Je vais pas vous faire du grand drame social italien, même s'il y a des chefs-d'œuvre absolus. J'en ai un petit peu parlé avec Pasolini. Je vais revenir sur du cinéma un petit peu plus populaire comme d'habitude sur ma chaîne. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.